L'Institut Curie est le premier centre français de lutte contre le cancer. C'est un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers, y compris les plus rares, et un centre de recherche d'excellence et de renommée internationale. 13 unités mixtes de recherche, 88 équipes, près de 1300 collaborateurs de 77 nationalités différentes travaillent à faire progresser la connaissance du vivant et des dérégulations à l'origine des cancers. Mais qui sont-ils ? Qui sont ces femmes et ces hommes de science qui cherchent à développer de nouvelles thérapeutiques pour mieux lutter contre le cancer ? Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs de l'Institut Curie, qui ouvre la voie à de nouvelles connaissances et donne à entendre la complexité du vivant. Pour ce nouvel épisode de Tête chercheuse, j'ai rendez-vous avec Meryem Bagdadi en plein centre de Paris, à 2 pas du Panthéon et de la rue Pierre et Marie Curie. Meryem Bagdadi m'a accueillie dans son bureau. Elle est chargée de recherche CNRS, spécialiste des cellules souches qu'elle aime comparer à des super-héros. Meryem Bagdadi fait partie de l'équipe de recherche Migration et invasion cellulaire de l'Institut Curie. J'ai trouvé cet intitulé particulièrement énigmatique. Alors je lui ai demandé sur quel organe elle travaillait précisément et nous sommes entrés directement dans le vif du sujet, l'intestin et ses cellules souches aux capacités extraordinaires. Alors, on travaille sur l'intestin, le petit et le gros intestin, et en fait, c'est composé de cellules. Et ces cellules, il faut qu'elles soient renouvelées. Parce que notre intestin, il est renouvelé tous les 3, 4, 5 jours environ. Et pour pouvoir se renouveler, en fait, ces cellules, il faut qu'elles migrent. Donc elles vont avancer, comme si elles avaient des petites pattes. Elles vont avancer le long de l'épithélium. Et ensuite, elles vont... L'épithélium, c'est quoi ? L'épithélium, en fait, c'est la surface de cellules qui composent notre intestin. C'est ça qui va absorber les nutriments et c'est ça aussi qui va relarguer des substances antibactériennes, du mucus. Donc c'est composé de plusieurs types cellulaires et c'est ça qui va faire vraiment le boulot de l'intestin. D'accord, mais quand vous dites que les cellules migrent, elles migrent où ? Donc en fait, l'intestin il est composé de 2 parties. Le haut de l'intestin, des projections qu'on appelle des vilus et en bas, il y a des petites invaginations qu'on appelle des cryptes. Et donc les cellules elles vont naître, entre guillemets, au fond des cryptes, et puis elles vont devoir monter jusqu'en haut du vilus. Tout en haut du vilus, elles vont devoir mourir. Donc elles doivent partir vraiment de tout en bas de l'invagination et remonter jusqu'en haut. C'est pour ça que vous dites que l'intestin se régénère, enfin, tous les 4-5 jours ? Exactement. Donc on considère que tous les 4-5 jours, tout notre intestin est renouvelé. Si c'est pas magique. Absolument magique. Et alors, il se renouvelle grâce à quoi ? Parce qu'il y a ces petites cellules donc, qui se baladent, qui vont migrer et qui vont mourir, c'est ça, à l'intérieur de l'intestin. Et où sont les nouvelles cellules ? D'où viennent-elles ? Eh bien, elles viennent des cellules souches qui sont localisées tout au fond de ces cryptes, donc de ces invaginations, sont vraiment localisées très spécifiquement là, on ne les trouve pas ailleurs. Et donc ces cellules-là vont se diviser, elles vont se différencier dans un type cellulaire et ensuite elles vont migrer. Ce que j'ai compris en écoutant Meryem Bagdadi, c'est que les cellules souches de l'intestin sont singulières. Alors, les cellules souches intestinales, leur petite particularité, c'est qu'elles prolifèrent. Donc elles sont tout le temps en train de se diviser. Elles sont tout le temps en train de une, on devient deux. De une, on devient deux. Un peu comme de la duplication. Donc elles font ça tout le temps. C'est très rapide. D'ailleurs, c'est pour ça que l'intestin est l'un des organes qui se renouvelle le plus rapidement. Si on compare par exemple à un muscle, le muscle, il a on dit un turnover, donc un taux d'auto-renouvellement assez faible. Et en fait, leur particularité, c'est ça, c'est qu'elles sont incapables de proliférer rapidement. 2, elles sont capables de redevenir elles-mêmes une cellule souche, n'est-ce pas ? Parce que si une cellule souche donne 2 cellules
différenciées, on n'a plus de cellules souches pour plus tard. Donc ça, c'est leur deuxième faculté, on parle d'auto-renouvellement. C'est-à-dire que ce sont les seules cellules souches qui peuvent se diviser et rester des cellules souches? Exactement. Parce que moi, je croyais que les cellules souches étaient les cellules qu'on avait tout au départ de la vie et qu'à partir du moment où elles allaient dans un organe ou dans un autre, justement, elles se différenciaient et elles n'étaient plus des cellules souches. Elles devenaient des cellules de l'intestin, de l'estomac ou que sais-je. Et là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les cellules souches qu'on a au départ de notre vie, dans notre intestin, se renouvellent et restent des cellules souches. C'est-à-dire qu'elles ont les caractéristiques des cellules souches. Alors c'est un petit peu différent. Donc, mais ce que vous dites, c'est tout à fait correct. Donc on a des cellules souches lors de la vie embryonnaire qui permettent justement à l'embryon de se développer, de faire les différents organes, etc. Mais une fois que les organes sont matures, normalement, il n'y a plus de cellules souches, sauf sur certains organes. Par exemple, les intestins. Et ça, c'est ce qu'on appelle les cellules souches adultes, qui sont différentes des cellules souches embryonnaires. Et donc la cellule souche adulte, il y en a par exemple dans l'intestin, il y en a dans le muscle. Quand on va faire du sport et qu'on a des courbatures, aïe, on a brisé la fibre musculaire. Cette fibre musculaire a besoin d'être régénérée. Donc on va aller mobiliser les cellules souches du muscle pour les réparer. Et ben dans l'intestin, c'est pareil. Sauf que l'intestin, comme il a besoin de se renouveler vite, parce que l'intestin il est soumis à beaucoup de contraintes, la nourriture, le milieu acide et tout ça, donc du coup il est forcé de tout le temps se régénérer. Donc on n'a pas besoin de créer une blessure, on va dire un peu comme dans le muscle. L'intestin, il va le faire tout seul. Et ces cellules souches adultes, elles ont un petit peu les mêmes propriétés que les cellules souches embryonnaires, sauf qu'une cellule souche intestinale adulte ne peut donner qu'une cellule intestinale. Une cellule souche musculaire ne peut donner qu'une cellule différenciée musculaire. Alors qu'une cellule souche embryonnaire, elle peut donner plein d'autres cellules souches et différenciées. C'est pour ça qu'on les appelle multipotentes. Alors que par exemple une cellule souche intestinale va être soit unipotente, donc elle va être capable de donner un seul type cellulaire. Des cellules de l'intestin. Des cellules de l'intestin. Ah, mais c'est passionnant, je ne savais pas du tout. Et vous, vous êtes spécialiste, vous êtes spécialisé sur les cellules souches. Je crois que vous avez même une passion pour les cellules souches. Vous les considérez un peu comme des super-héros, c'est ça ? C'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai été un petit peu fascinée par les cellules souches. D'abord, j'ai commencé en tant que biologiste dans le développement, justement parce que j'aimais bien essayer de comprendre comment on peut passer de quelques cellules à tout un organe. Et ensuite, je me suis intéressée à l'adulte et à la régénération. Vraiment, j'avais l'impression que c'est un peu du fantastique, quoi. On se blesse, on régénère, et ça, on peut le faire presque indéfiniment. Meriem Bagdadi est passionnée par les cellules souches et leurs capacités régénératrices. C'est d'ailleurs les cellules souches qui lui ont donné envie de devenir chercheuse. Mais est-ce que l'on trouve des cellules souches dans tous les organes de notre corps ? Par exemple, on n'a pas trouvé de cellules souches dans le cœur. C'est encore sous débat, mais il semblerait qu'il n'y en ait pas. C'est pour ça que le cœur, c'est très difficile à régénérer. Si on a, après, par exemple, un infarctus, malheureusement, c'est dur d'aller régénérer une partie du cœur. Dans le cerveau, on a pendant très longtemps pensé qu'il n'y en avait pas. On en a trouvé quelques-unes, mais il semblerait pas qu'elles jouent un rôle dans la blessure, mais plutôt dans la plasticité du cerveau. Donc, par exemple, elles vont aller jouer sur la partie de la mémoire. Donc, on va pouvoir mobiliser les cellules souches du cerveau pour améliorer la mémoire, on va dire. Mais malheureusement, pas tous les organes peuvent le faire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur différents organes, dans différents modèles animaux. On va prendre par exemple le poisson. Le poisson, par exemple, est capable de régénérer une partie de sa queue. Le lézard arrive à régénérer un morceau de sa queue. Nous, les mammifères, on n'arrive pas à le faire. C'est incroyable quand même. Ce que vous êtes en train de me dire, Myriam, c'est que c'est ces capacités régénératrices qui vous ont particulièrement intéressée et fascinée dans les cellules souches. C'est pour ça que vous vous êtes spécialisée sur elles. Exactement. Et en plus de ça, les cellules souches, malheureusement, si on prend un contexte pathologique tel que le cancer, et ben là, c'est plus le super-héros fun, ça devient la cause
qui peut initier un cancer, ça devient la cause de pourquoi les patients ont encore un cancer après traitement. Parce qu'en fait, ces cellules souches, malheureusement, on a remarqué qu'elles arrivaient à échapper au traitement. Parce que comme elles ne prolifèrent pas beaucoup, elles ne vont pas être ciblées par certains traitements qui, eux, vont aller tuer des cellules qui prolifèrent beaucoup. Là, ça devient la cible à abattre, alors qu'en régénération, c'est la cible à booster. Les cellules souches peuvent donc être régénératrices ou être la cause de cancer. Myriam Bagdadi travaille plus particulièrement sur le cancer de l'intestin et sur le cancer colorectal. Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Myriam Bagdadi cherche à comprendre quels sont les signaux qui peuvent transformer les cellules souches en cellules cancéreuses. Ça fait plusieurs années que je travaille sur le cancer colorectal directement ou indirectement. Donc, j'ai commencé au Canada lors de mon postdoc et moi vraiment ce que j'essaie de comprendre c'est comment la cellule souche elle va intégrer et interagir avec son environnement extérieur, parce que c'est l'environnement extérieur qui va dicter à la cellule souche, maintenant tu dois te différencier, maintenant tu dois te diviser, maintenant tu dois te renouveler. Donc pour moi, l'approche que j'ai choisie, c'est d'essayer de comprendre comment la cellule souche elle va interagir avec son environnement proche, qu'on appelle le micro-environnement, et comment ces signaux, quand ils sont dérégulés, ça peut induire des pathologies. Donc pendant mon postdoc, j'ai étudié l'interaction des cellules souches avec ce qu'on appelle les cellules gliales entériques et on a vu qu'effectivement, elles devaient s'envoyer des petites molécules. La cellule entérique, elle devait envoyer des petites molécules à la cellule souche pour lui dire « maintenant tu dois t'auto-renouveler ». Si la cellule gliale n'envoie pas ces petites molécules, la cellule souche ne comprend pas ce qu'il faut faire, elle commence à proliférer et ça induit des maladies inflammatoires de l'intestin. Et il faut comprendre que ces maladies inflammatoires de l'intestin, elles peuvent être précurseurs d'un cancer parce que 30% des patients qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin vont développer des cancers. Donc ça, on va dire que c'était essayer de comprendre un petit peu indirectement. Et ce que je fais ici à l'Institut Curie depuis à peu près 2 ans et demi, c'est en fait la cellule souche, elle est dans un environnement qui est plus ou moins, on va dire, rigide, plus ou moins élastique. La cellule souche va être un petit peu tirée parce que l'intestin se contracte. Et tout ça, ce qu'on appelle les contraintes mécaniques, les forces mécaniques, comment la cellule souche va le comprendre? Et du coup, ce qu'on a trouvé, c'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment et qu'on espère publier très bientôt, c'est que la cellule souche va utiliser des petits canaux qu'on appelle les canaux piezo, qui vont lui permettre de comprendre que cet environnement-là, c'est un petit peu dur, ou là, c'est plus élastique. Donc, en fonction de ça, je vais me diviser, ou je vais devenir une cellule qui va sécréter du mucus, ou je vais devenir une cellule qui va absorber. Et on a remarqué que quand ces canaux n'étaient pas exprimés, s'il y avait un problème d'expression de ces canaux, et ben là encore, on avait la cellule, elle prolifère. La cellule souche va proliférer, et ça peut induire un cancer. Voici comment Myriam Bagdadi résume en une phrase l'objet de ses recherches. Comment la cellule souche va intégrer les signaux mécaniques et va adapter son comportement pour avoir soit un comportement normal, soit avoir un comportement vers le cancer. Mais comment fait-elle pratiquement pour tester les cellules souches dans des environnements différents? C'est là que l'intestin est très très chouette. Vraiment, c'est un modèle super. C'est qu'on arrive en fait à avoir ce qu'on appelle des organoïdes en culture. Donc on va prendre un petit morceau d'intestin, ou plutôt on va prendre les cryptes de l'intestin, on va les mettre en culture dans un milieu très enrichi avec des facteurs de croissance, etc., qui sont très bien connus, qui ont été très bien décrits. Et là, ces petites cryptes, comme elles ont des cellules souches, elles vont être capables de se développer, de former un mini-intestin dans la boîte de culture. Et dans une boîte de pétri ? Dans une boîte de pétri. Et ce mini-intestin, vraiment, ça reproduit, dans une moindre mesure bien sûr, ça reproduit la structure d'un intestin in vivo, donc ce qu'on a en nous. Et ce qui est chouette en plus, c'est qu'ils ont même montré que lorsqu'ils font des greffes de ces mini-intestins dans
un intestin de souris, si c'est souris à souris, eh ben, ils s'intègrent complètement et ils sont fonctionnels. Donc vraiment, on a dans notre boîte de pétri un intestin fonctionnel et qui reproduit la structure de ce qu'on peut voir in vivo. Ces cultures dans la boîte de pétri que vous allez me montrer quand même, parce que j'ai des organoïdes, j'en ai jamais vu. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ça va pouvoir nous soigner ? Je pense que ce qui est surtout très bien avec ces organoïdes, c'est qu'on arrive à tester énormément de choses dans la boîte de pétri. Donc on n'a pas besoin d'aller utiliser des animaux. Donc déjà, ça c'est quand même, éthiquement c'est très important, essayer de réduire un maximum l'utilisation des animaux. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, moi pour mon projet, j'utilise ces organoïdes et je les mets dans plein d'environnements différents. Par exemple, un environnement qui va être très élastique, un environnement qui va être mou, un environnement qui va être très rigide. Et du coup, je regarde comment les cellules souches vont pouvoir se comporter dans ces différents environnements. Mais ça, je ne peux pas le faire dans la souris. Non. Donc en fait, c'est un outil supplémentaire. Et d'ailleurs, en plus de ça, c'est un outil qui est très utilisé pour tester des médicaments. Les organoïdes, on en a vraiment des millions, hein. On peut les multiplier un peu à l'infini. Et on peut tester comme ça des banques avec des milliers de médicaments et voir qu'est-ce qui agit sur quoi, sur les cellules souches. Ce médicament les pousse à proliférer, ce médicament au contraire les bloque, etc. Et si on transpose ça dans le cancer par exemple, il faut savoir qu'on arrive aussi à cultiver des organoïdes de tumeurs, ce qu'on appelle les tumoroïdes. Et du coup, là, on fait la même chose. On prend ces tumoroïdes, on peut essayer plein de médicaments et voir, avec ce médicament, les tumoroïdes poussent plus, ils poussent moins, etc. Donc c'est vraiment un outil incroyable pour pouvoir tester à une large échelle. Je pense qu'il faut plus le voir comme ça, plus que, on va dire, un traitement tout de suite maintenant. Organoïdes, tumoroïdes, ces mots ont piqué ma curiosité. J'ai voulu aller visiter le laboratoire de Meriem Bagdadi, juste à côté de son bureau, pour voir ça de mes propres yeux. Vous pouvez m'en montrer des organoïdes ? Parce que alors là, je suis curieuse. On sort. Donc là, on va devoir s'habiller. Ah bon ? Parce qu'on va, oui, on rentre dans un laboratoire de type 2, donc on va devoir mettre le surchausse, blouse et petite Charlotte. D'accord. D'accord. Et c'est quoi un laboratoire de type 2 ? Alors là, c'est un laboratoire dans lequel on travaille de façon stérile et on cultive soit de l'humain, soit de la souris. Donc nous, ici, on a tout ce qui est humain dans cette pièce, tout ce qui est souris dans cette pièce, on les sépare. Par contre, je vous demande juste de rien toucher. Hein. Non, moi je touche rien. Donc là, on va où, chez les animaux ? Là, on va pas chez les animaux, on va en pièce de culture. Pièce de culture. Donc ici, on cultive nos organoïdes de souris. C'est un frigo ? C'est un incubateur. C'est l'inverse, c'est pour chauffer. Le frigo, il est là. Donc là, on a... Et là, vous avez posé... Et là, on a nos... Donc là, vous avez une plaque de culture avec les organoïdes. Alors, vous voyez, par exemple, ici. Là, vous en avez un très beau. Donc, Un très beau quoi ? Un très bel organoïde. Vous voyez ? Ah ouais. Donc en fait, chaque petite branche, on va dire, de chou-fleur, la ouais. petite fleurette de chou-fleur, c'est une crypte. D'accord. Et au milieu, à l'intérieur de la partie un peu plus foncée, c'est la lumière. Donc en fait, tout, on va dire, tout ce qui est cellules mortes, etc., va se déverser au milieu. D'accord. Et donc ça, quand on le... Vraiment, ça récapitule la structure et la fonction d'un intestin in vivo. Parce qu'on retrouve toutes les cellules qu'on a. Voilà. Et c'est ça que vous mettez dans différents environnements ? Exactement. Pour voir les réactions des cellules souches. Exactement. Ça, par exemple... Et je vais poser une question idiote. Je suis la spécialiste. Comment voir les cellules souches dans ce que j'ai vu là ? Ce sont les cellules souches ? Ben, c'est pas idiot du tout.
C'est très important en fait, on a des marqueurs spécifiques. Donc les cellules souches, elles ont été isolées et caractérisées et on sait par exemple que nos cellules souches intestinales expriment un marqueur qui s'appelle LGR5. Donc toutes les cellules qui vont exprimer LGR5 vont être des cellules souches. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut les marquer, Les colorer. on peut les colorer, on peut aller regarder l'expression de gènes, on peut faire plein de choses. Donc c'est comme ça qu'on les caractérise. Et là, c'est une autre boîte. Et là, c'est une autre boîte et vous allez voir qu'ils sont un peu différents, ceux-là. Vous allez me dire comment ils sont différents. Ah, mais c'est pas du tout la même forme. Oui. Là, c'est une forme, c'est des ronds. Il y a plus le petit chou-fleur, beaucoup moins. Et puis, pas du tout la même forme. C'est des tumeurs. C'est des tumoroïdes. Ça, c'est des tumeurs. Voilà. C'est tout rond. Voilà. Et il n'y a plus le chou-fleur. Ils perdent leur capacité de former un bel intestin. Voilà. Impressionnant. Ça se voit vraiment. Très, très impressionnant. Voilà, on passe la majorité de notre temps ici. C'est là que vous passez votre temps? On passe beaucoup de temps ici. On quitte le laboratoire de Meryem Bagdadi pour reprendre notre conversation dans son bureau de l'Institut Curie. Meryem Bagdadi est une chercheuse engagée au parcours singulier qu'elle va nous raconter dans l'épisode suivant de ce podcast. Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs de l'Institut Curie qui ouvrent la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Tête chercheuse est un podcast réalisé par Alice Torrens, mixé par Benjamin Touron et écrit par Zoé Varier. Musique originale Alissane Brassac, production Chloé Tavitian et Camille Juseau.